Vous savez que Ben Grimm a sauvé sa femme rien qu'en lui éjaculant dans la face? Vous savez de quoi il l'a sauvée? D'un prédator. Pardonnez cette intro un peu vulgaire, mais il est vrai que les prédateurs ne peuvent vous voir si vous êtes couvert de boue. C'est un mode de camouflage comme un autre, après tout. Mais je sais que vous ne connaissez pas tous les prédateurs, je vais donc vous en parler. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de ces extraterrestres qui sont apparus pour la première fois dans le célèbre film de John McTiernan. Mais qui est aussi le film qui a permis d'ouvrir la voie à Arnold Schwarzenegger au rang de maître des Yakayo. Mais laissons Schwarzy de côté. Les prédateurs, aussi connus sous le nom de Yoja, sont une espèce humanoïde de type reptilien. Leurs nombreuses visites sur notre planète ont d'ailleurs alimenté des légendes sur les hommes lézards des marais puants aux États-Unis. Leur principale caractéristique est leur goût pour le combat et surtout la chasse de proies qui leur apporteront gloire et reconnaissance au sein de leur clan. Malgré cette appétence pour des pratiques sauvages, il n'en demeure pas moins des extraterrestres au top niveau de la technologie. Pour ceux qui ont vécu dans l'ignorance ou en Tchétchénie, sachez qu'ils chassent avec un équipement de pointe. Un casque à visée laser, avec toutes les options qu'un militaire rêverait d'avoir, visée nocturne, détecteur de chaleur, détecteur de mouvement, etc. Et des armes à foison, fusils laser à visée automatique sur l'épaule, des lames de dingue, des fouets tranchants, etc. Ah, le bonheur! Ils ont surtout un champ d'invisibilité et un instinct de chasseur hors du commun. Alors les fans auraient pu faire des recherches sur leur mode d'accouplement, mais je peux vous certifier que Wikipédia et les comics ne vous raconteront que des niaiseries afin de ne pas froisser l'image de ces guerriers censés être bien couillus. Premier point, les prédateurs sont ovipares, et un prédateur est mâle dès sa naissance. Ce qui bien sûr fait que la société de ces créatures est patriarcale. Cependant, les prédateurs peuvent spontanément changer de sexe lorsque la population d'un clan voit son nombre de guerriers à la baisse. Il va de soi qu'une fois la mutation opérée, les mâles se comportent avec la nouvelle femelle comme le feraient des prisonniers avec le petit nouveau de la tôle, que tout le monde appelle alors Ginette. Tout d'abord, il faut déterminer qui sera le mâle et la femelle qui donneront leur gène au futur prédateur. Cette forme de génisme peut être rapprochée à celle des Spartiates. Des poils et du sang! Pour cela, chaque membre du clan doit chasser la plus belle proie, la plus impressionnante. Et il reste alors 2 finalistes qui vont se battre pour élire celui qui deviendra la femelle. Et oui, dans cette société machiste, la femme est reléguée au simple rang de porteuse de champion. C'est donc bien sûr le perdant qui se verra attribuer des sobriquets féminins. Le long pénis n'est pas apparent et se trouve sous la peau comme chez les reptiles. Et comme la queue du lézard, elle peut repousser quand on la coupe. En revanche, le prédateur changé en femelle voit son pénis muter en poche à œufs à féconder. Ce qui nous permet de comprendre comment les mâles peuvent changer de sexe, c'est le vestige de sexe féminin que vous pouvez voir, ici, dans la bouche de la créature. Leur reproduction se fera donc par voie orale. La bouche offre alors 2 orifices, un pour l'air et les aliments, et l'autre pour la reproduction qui deviendra opérationnelle lors de la mutation en femelle. Elle est reliée à un tube, lui-même relié à la poche 2. Le pénis d'un prédateur contient, lui, 2 petites poches à spermatozoïdes piégées dans l'urètre. Au bout de ce pénis se trouve un gland poreux qui émet un fluide acide. C'est là qu'on se marre. Le sexe du prédateur passe donc par le vagin buccal de la femelle en empruntant l'orifice reproducteur. Le gland se heurte malheureusement à un obstacle, une glotte boursouflée qui obstrue l'entrée. Au premier choc, le gland écrasé contre la paroi sécrète son fameux acide, ce qui a pour effet de faire fondre la glotte petit à petit. Pour parvenir à faire entrer le pénis dans le tube, le mâle va pratiquer le face-fucking en allant et venant brutalement dans la gorge de Ginette. Aiguise-moi ça. Une fois la glotte réduite à l'état de chair ravagée, le pénis peut ainsi arriver à son but. Avant cela, le mâle doit se débarrasser du reste d'acide contenu dans son gland en le choquant contre quelque chose. Il va en profiter pour humilier savamment sa partenaire en la biflant avec force. Maintenant vidé de son fluide, le pénis pénètre dans la gorge de la femelle. Il va devoir atteindre une griffe sur laquelle accrocher son gland. Ceci fait, Ginette agrippe le pénis du mâle avec ses mandibules et l'arrache vigoureusement afin de l'avaler. Quand la base du sexe pointe vers le bas du tube, Ginette va compresser le pénis pour libérer les poches à sperme qui vont elles-mêmes descendre vers les œufs à féconder. Des œufs? Mais vous êtes qui, vous? Arroser les œufs. D'accord. Une fois les œufs pondus, le crochet du tube reproducteur libère le pénis qui a été conservé le temps de la fécondation.
Le pénis rejoint les poches à eux, devenues maintenant inutilisables, et va permettre à Ginette de revenir un fier chasseur bien burné, mais profondément souillé dans son âme et dans sa chair. Voilà, pour conclure, je ne ferai pas de citation cette semaine, mais je laisserai Dutch parler lui-même avec son cœur. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Des poils et du sang!